Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Moins de casse à Paris, plus de casse en province, moins de manifestants au total. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a atteint un pic? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent maintenant se calmer? Non, je ne crois pas. Je crois que le gouvernement a tout fait pour étouffer ce mouvement, pour le dénigrer, pour l'insulter d'ailleurs au départ. La mobilisation est restée très importante, plus de 130 ou 140 000 personnes. Mais c'est à chaque fois selon un peu le ministère de l'Intérieur. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup moins de monde dans la rue. Et ça reste une présence très importante, alors que tout a été fait pour dissuader les Gilets jaunes d'aller manifester. Et le gouvernement a déployé des moyens considérables pour faire des arrestations préventives. Maintien de l'ordre? Oui, enfin, arrestations préventives de manifestants, des moyens de police et de justice considérables, ce qui aboutit le plus souvent d'ailleurs à un simple rappel à la loi parce qu'il n'y a pas eu d'infraction réellement constatée. Mais en revanche, les casseurs, la racaille de banlieue a pu s'en donner à cœur joie pendant toute l'après-midi et la soirée du samedi, justement parce que les moyens de police avaient été déployés essentiellement le matin et contre les manifestants. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. Vous dites que le dispositif de police a été défaillant une fois de plus? Moi, sur d'autres. Moi, je fais le constat très simple. Mais... On fait défiler les blindés sur les Champs-Élysées, on fait une démonstration de force spectaculaire, on fait plus de 1000 arrestations, et au total, on a plus de casses que le samedi précédent. Y compris en province? Absolument. Donc ça montre bien que le gouvernement cherchait avant tout à malmener les manifestants, dont beaucoup, l'immense majorité d'entre eux sont parfaitement pacifiques, et pas vraiment à mettre en état de nuire les casseurs ou la racaille qui essayent de parasiter ce mouvement. Alors que doit faire Emmanuel Macron maintenant? Qu'est-ce que vous attendez de ce qu'il peut dire ce soir? Moi, j'en attends pas grand-chose et j'ai le sentiment qu'il est totalement à bout de souffle. La crise, elle est d'une triple nature. D'abord, c'est évidemment une crise sur le pouvoir d'achat. Les Français n'en peuvent plus de payer des impôts. On a une fiscalité qui est à 48% du PIB. C'est 10 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il faut baisser les impôts? Insoutenable. Oui, il faut baisser la fiscalité. Ensuite, c'est évidemment une crise de représentativité démocratique. Les Français ne se sentent pas représentés et ils ont raison. On est le seul pays en Europe à avoir un mode de scrutin majoritaire qui fait Donc il faut passer à la proportionnelle. Voilà, il faut la proportionnelle. Et il faut aussi une vraie démocratie directe. Mais ça, c'est pas tout de suite, pardon Nicolas Bay. Sur la proportionnelle, ça n'est pas pour tout de suite. Il pourrait l'annoncer, ce serait un signal très fort. C'est au mieux. Il l'avait annoncé. Ça a été annoncé il y a presque un an. Avec une dose homéopathique de proportionnelle. Pardon, mais ça a été annoncé. Donc ça fait partie des projets pour les Eh bien, il faudrait qu'il le fasse adopter. adopter. Et puis la logique, ce serait même de dissoudre l'Assemblée nationale pour retrouver pour avoir une majorité claire qui se dégage. C'est comme ça qu'on retrouve une légitimité en démocratie. Quand on est aussi fortement contesté, Emmanuel Macron, il a 20% de popularité, eh bien, il devrait aller devant les urnes. Ce serait tout à son honneur. Je ne suis pas sûr qu'il ait le courage de le faire. Il faut aussi de la démocratie directe, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. C'est ça la demande des Gilets jaunes. Ils veulent pouvoir être maîtres de leur destin, ne pas avoir un gouvernement qui souvent ne les représente pas, c'est à d'autres intérêts que ceux du peuple. Ça c'est la crise institutionnelle. Vous disiez 3 crises. Et la troisième, c'est Emmanuel Macron lui-même. C'est son attitude arrogante, son mépris, les insultes qu'il a multipliées à l'égard des Français. Les Français qui sont des Gaulois réfractaires. C'est ce jeune chômeur horticulteur qu'il tense vertement, lui disant d'aller faire la plonge de l'autre côté de la rue, alors que 2 jours après, il pose enlacé avec des voyous torse nu aux Antilles. C'est cette attitude qui n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Et donc ça, il doit changer. Ah oui, ça, radicalement, et ce serait urgent. C'est-à-dire qu'il ne doit plus de petites phrases, plus de bains de foule, juste écouter les Français, tenir compte de leurs aspirations profondes et passer aux actes et pas simplement les paroles. Bon, dans tout ce que vous nous dites, il y a des éléments de très long terme, la proportionnelle, la démocratie directe, des choses comme ça, de moyen terme qui sont l'attitude, et puis éventuellement de court terme, les taxes, le ras-le-bol fiscal. Est-ce que ce soir, en disant j'annule telle ou telle taxe, il peut reprendre le contrôle de ce mouvement? Je crois que non, c'est très insuffisant. Il ne suffit pas de dire on va annuler les taxes qui étaient annoncées au 1er janvier. C'est la fiscalité actuelle qui est trop élevée. Donc il faut baisser les taxes sur le carburant parce que ça fait souffrir. Ça c'est fait. La France. Oui, mais non, ça c'est pas fait. Il faut baisser les taxes actuelles. Voilà. Et puis il faut donner, je pense, par un allègement des cotisations sociales, de la part salariale des cotisations sociales, donner un coup de pouce aux petits salaires, par exemple jusqu'à 1 500 €. Ce serait parfaitement possible. Coup de pouce aux petits salaires, dites-vous, donc pas de hausse du SMIC. Il y a 2 symboles dans cette affaire, le SMIC, l'ISF. Un certain nombre de gens disent qu'il faut augmenter le SMIC. Vous dites mais je crois qu'il ne faut pas se réduire au SMIC. Je pense qu'on peut, par exemple, faire un allègement des cotisations sociales sur tous les petits salaires, par exemple jusqu'à 1 500 €, et peut-être un allègement un peu plus faible sur les salaires au-dessus pour éviter les effets de seuil. Et le but, ce serait finalement de redonner concrètement du pouvoir d'achat aux Français et de diminuer la fiscalité. Et pour ça, il faut faire des économies. On va y venir, pardon, mais pas de hausse
des salaires, selon vous? Baisse des charges, mais pas de hausse des salaires. Oui, enfin, la baisse des charges revient à une hausse du salaire net. À augmenter ça veut le dire salaire net. Or, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Et éviter de faire supporter aux entreprises cette hausse de salaire, parce que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, n'en auraient pas la possibilité. Donc, je pense qu'une baisse des cotisations sociales permettrait concrètement une hausse des salaires nets et donc du pouvoir d'achat, sans le faire supporter au tissu, notamment de TPE, PME, qui aujourd'hui ne sont pas en capacité d'absorber une hausse des salaires. ISF? Bon, écoutez, je crois que honnêtement, l'ISF, Emmanuel Macron a fait le pire en la matière, c'est-à-dire qu'il a transformé un impôt qui n'est sans doute pas très efficace, mais qui est symbolique, en le transformant uniquement sur les biens immobiliers, en frappant ce qui est durable. On appelle l'IFI. Et finalement, celui qui a un yacht ou qui a des titres boursiers, lui, il est totalement exempté. Et donc, votre projet, c'est quoi? Toujours dans la réponse de la crise. Je crois qu'il faudrait remettre en cause cette réforme d'Emmanuel Macron et rétablir l'ISF, quitte à le modifier, peut-être pour qu'il soit plus efficace ou plus juste aussi, parce que ce n'est pas forcément l'impôt qui est le plus juste, mais sortir de la logique d'Emmanuel Macron, qui a consisté finalement à frapper très durement ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, les hausses de la CSG, et à alléger au maximum la fiscalité sur ses amis, c'est-à-dire ceux qui ont une conception purement financière de l'économie. À Marrakech, aujourd'hui, devrait être signé le pacte de Marrakech, ce pacte qui est en fait une déclaration, 70 ans après la déclaration des droits de l'homme, une déclaration sur l'émigration internationale. Beaucoup le critiquent très durement. Vous, je veux dire au Rassemblement national, vous le critiquez de façon méthodique, répétitive. C'est pourtant un texte qui n'impose aucune obligation. Pourquoi est-ce que vous avez ciblé ce texte particulièrement? On nous dit que ce texte n'est pas juridiquement contraignant. Oui. Mais la réalité, c'est que c'est une première étape. Une fois qu'il sera signé, l'ONU fixera un certain nombre d'objectifs. L'ONU avait déjà, il y a une quinzaine d'années, fait un rapport en disant qu'il fallait faire entrer 50 millions d'immigrés en Europe pour compenser le déficit démographique. Mais Nicolas Bay, aujourd'hui, ce texte n'est pas contraignant. Vous dites que c'est une première étape. Non, mais il n'est pas immédiatement contraignant, mais c'est évidemment une première étape. Et surtout, ce qui est très dangereux dans ce texte, c'est qu'il consacre un droit à la migration qui devient donc un droit de l'homme à part entière. Et ça, c'est gravissime parce que ça va aboutir à supprimer la distinction entre l'immigration légale et l'immigration clandestine. Et ça va aboutir à nous imposer l'immigration illégale. Il y a énormément de pays qui ont annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Les États-Unis, l'Australie, Israël. Beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Hongrie, etc. Voilà. Aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye en catimini de faire signer ce texte par un de ses secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est membre du gouvernement, qui représente la France. Oui. Ah bon? En catimini total. Il y a peut-être d'autres sujets. L'actualité est braquée sur autre chose. Écoutez, si la France était si fière et si Emmanuel Macron voulait montrer que la France signe ce texte, il enverrait un ministre qui a plus de poids, de relief, de visibilité. Il vous donnerait des arguments. Peut-être que ce n'est pas son obsession aujourd'hui. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il signe très discrètement ce texte, mais ce texte, il aura des conséquences dramatiques. C'est une vraie trahison du peuple français. Mais Emmanuel Macron sait très bien que les Français ne veulent plus d'immigration. Dans ce texte, il est écrit noir sur blanc que la lutte contre les trafics de migrants, la lutte contre la traite des migrants, tout ça relève du devoir de chaque pays, et il est précisé de façon tout aussi claire qu'il revient à chaque pays de maîtriser ses frontières et de choisir la politique d'immigration qu'il veut. Oui, enfin ce texte dit beaucoup d'autres choses. Il dit qu'il y a un droit, encore une fois, à la migration, et il dit aussi qu'il faut déployer des moyens beaucoup plus importants pour accueillir les migrants, pour les intégrer, etc. Enfin, c'est toujours la même logique de l'appel d'air, de l'incitation à l'immigration par les aides sociales, par les avantages que le clandestin pourra avoir avant même d'être régularisé ou que l'étranger, même en situation légale, aura avant même d'être naturalisé. Donc vous lutterez contre ce texte, même une fois adopté. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il y a l'immense majorité des Français, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, ne veulent plus d'immigration supplémentaire, ni légale, ni clandestine. Et donc ne veulent pas de ce pacte. Merci beaucoup, Nicolas Bay.